Article 2. Je suis saisie d'un amendement de suppression, amendement 130, présenté par Monsieur Chassaigne. Eh bien, Madame la Présidente, je commence à m'ennuyer. S'il vous plaît, je vais donc Monsieur faire appel Chassaigne, à la seul à la parole. sagacité de cette commission des affaires sociales et à la connaissance du texte par le rapporteur sur cet article 2. Parce que d'abord, cet article 2, si je devais le caricaturer, ce que je ne ferai pas, bien évidemment, il a un petit côté Canada Dry, c'est-à-dire il peut faire penser à la sécurité emploi-formation, il peut faire penser à la sécurité sociale professionnelle, il a un côté attrayant quand on le lit, en considérant qu'il apporterait des choses nouvelles, et je pense que ça a besoin de précision. Tout d'abord, première question. Quand on évoque le service public de l'orientation à l'alinéa numéro 4, de quel service public de l'orientation s'agit-il? Est-ce qu'on renvoie effectivement à l'article L 6111.3? Est-ce que c'est le service public qui existe encore dans sa version ancienne sur certains bassins d'emploi avec les CIO, avec Pôle emploi? Est-ce qu'il s'agit des services publics de l'orientation qui ont été mis en place sur certains bassins d'emploi, formule nouvelle depuis un an, qui regroupe le CIO, Pôle emploi, éventuellement les plis, les missions locales, et qui donc remplissent une fonction d'orientation plus centralisée, plus mutualisée. Première interrogation par rapport à ce service public d'orientation, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que la mobilisation pour les objectifs ambitieux qui sont soulignés dans cet article implique que des personnels d'organismes différents puissent effectivement se mobiliser, étudier de façon individuelle les parcours d'évolution professionnelle des demandeurs. Dans un cas tel que celui-ci, les missions locales, avec les difficultés qu'on leur connaît, devront donc mobiliser du personnel pour travailler sur cette nouvelle dimension du suivi du compte personnel de formation. Pôle emploi et les CIO interviendront, vous allez dire financement d'État, ça ne doit pas poser trop de problèmes, mais il y a aussi d'autres organismes. Et je préciserai qu'il y a enfin un autre élément, c'est ce que l'on pourra anticiper dans l'acte 3 de la décentralisation, où là aussi il est prévu une évolution du service public de l'orientation, voire le portage du service de l'orientation par les régions, ce qui veut dire que là aussi, il y a des dépenses qui sont inhérentes à la mise en œuvre de ce service public de l'orientation. Donc c'est une première demande d'explication que j'ai, parce que je pense que ça me semble délicat d'aller voter des dispositions si ne sont pas envisagés les financements et en particulier les transferts de financement qui peuvent se porter sur des associations de telles missions locales ou sur des collectivités territoriales telles que les régions. La deuxième interrogation que j'ai, c'est sur le compte personnel de formation. Qu'est-ce que l'on entend par le compte personnel de formation? Est-ce qu'il s'agit d'un nombre d'heures qui devrait, le long d'une vie active, suivre un salarié de façon à ce qu'il puisse avoir des adaptations professionnelles, suivre les évolutions technologiques, rechercher un nouvel emploi, avoir des formations qui soient ciblées à la suite d'un accident de parcours? Est-ce que ça s'accompagne d'une dimension financière? Je crois que tout ça, c'est des questions qui exigent d'être approfondie avant de voter à l'aveuglette cet article 2. Et avec enfin un dernier constat, c'est le constat que derrière tout ça, dans cette très belle présentation, très attrayante du compte personnel de formation, en termes de financement, il y a un absent, c'est l'employeur. Où apparaît l'employeur pour financer ce type d'action? On a là un cas parmi d'autres dans ce texte de loi de mise en œuvre de mesures nouvelles, mais qui au final sont financées soit par les collectivités territoriales, soit par l'État, voire par le salarié, mais pas par l'employeur qui quand même profitera des efforts de formation qui seront faits en termes d'employabilité du personnel après. Merci Monsieur Chassaigne. Monsieur Gilles. Oui, pas être désagréable avec notre collègue Chassaigne qui nous a rejoint pour ce débat, mais je n'ai pas été tout à fait
enfin même pas du tout convaincu par ces arguments. Je pense que lui-même est encore un peu dans l'interrogation et qu'il avait envie de montrer quand même l'intérêt de ce dispositif qui est porté par l'ensemble des partenaires sociaux. On est même, si je puis dire, et pour détendre un peu l'atmosphère dans ce débat après le premier article, sur un élément finalement qui rassemble l'ensemble des partenaires sociaux, j'allais dire, a priori signataires et non signataires de l'ANI. En tout cas sur le principe. Seul Monsieur Gilles a la parole, Voilà, ensuite ce sera Madame Iborra. Après, il y a des nuances, mais je pense que tous les partenaires, et Thierry Lepan lui-même, qui avait des remarques, n'a pas pu s'empêcher dans l'audition, il avait raison, de rappeler que dès 2003, cette idée de compte individuel ou compte personnel était portée par son organisation. Et d'ailleurs, ce compte qu'il faut inscrire dans la loi, et je crois que nous y sommes prêts, est l'outil permettant de répondre à une disposition, un principe qui a été adopté par les partenaires sociaux dès 2003, dans l'ANI de 2003, et qui a été transcrit dans la loi de formation professionnelle de 2009, qui est l'idée de la formation tout au long de la vie. Ça veut dire permettre à chacun de progresser d'un niveau de qualification durant sa vie professionnelle. Alors là, quelle est l'idée, le principe qu'on peut porter, Monsieur Dor? C'est oui, Jean-Pierre là, parce qu'on balance. Mais même Monsieur Vercamer se met dissipé maintenant. D'un compte et qui est clairement repris de l'ANI, individuel, universel. Ça veut dire, et ce n'est pas simple à mettre en œuvre parce que il dépasse finalement les salariés, c'est-à-dire que ceux qui ont négocié représentent les 16 millions de salariés ou plus du privé, mais il y a l'idée là de mettre un compte qui concernerait 28 millions de personnes et est totalement transférable. Et s'y ajoute aussi, puisque vous le savez qu'il y a une mission qui a été confiée au CNPTLV et qui a rendu ses travaux, et il y a même un consensus, puisque les partenaires sociaux y étaient, d'ajouter un quatrième principe, c'est que ce compte intègre aussi, devienne un outil de la formation initiale différée. Il pourrait être dès le début abondé par la puissance publique pour ceux qui n'ont pas de qualification. Donc je crois que là nous avons au contraire l'occasion de nous rassembler. On le verra dans les amendements qui suivent. La question c'est, faut-il aller plus loin dans la description du compte dès maintenant ? Ou au minimum, ne faut-il pas aussi relancer une négociation des partenaires sociaux avec l'État, le gouvernement et aussi les régions. Après, sur le service public, voilà, on est en attente aussi, là notre collègue Chassaigne a finalement posé les questions et apporté les réponses. Les réponses sur le service public de l'orientation, elles sont dans le Code du travail, mais on sait qu'on attend une loi de décentralisation qui irait vers une forme de régionalisation. Donc moi je suis pour rejeter cet amendement de suppression et d'inscrire une bonne fois pour toutes ce compte dans la loi. Merci. Madame Iborra, ensuite Monsieur le rapporteur. Oui, rapidement, puisque Jean-Patrick a dit beaucoup de choses. Déjà, je crois qu'on ne peut pas s'opposer, enfin, franchement, au principe qui affirme un compte personnel de formation. Dans ce pays, depuis de nombreuses années, on essaye par des lois successives, par des transferts de compétences incomplets, de faire en sorte que la formation professionnelle soit une vraie réalité. Jusqu'à ce jour, malgré les lois qui se sont succédées, la dernière en particulier, on se rend bien compte que la formation professionnelle reste parfaitement inégalitaire et que contrairement à d'autres pays, la formation professionnelle des salariés n'est pas ce qu'elle devrait être. Nous avons besoin de qualifications dans ce pays et au-delà des principes, alors moi je suis d'accord pour dire en effet que c'est une affirmation de principe qui nécessite en effet d'aller beaucoup plus loin. Ce qui est prévu a priori dans la loi de décentralisation est déjà un premier élément. Ce qui devrait être prévu par une nouvelle loi sur la formation professionnelle répondra en effet à cette exigence. Enfin, aujourd'hui, il faudra, pour être efficace, associer en effet les entreprises, bien entendu, et donc les chefs d'entreprise, mais donc les partenaires sociaux, mais également l'État pour ce qui le concerne et les régions, dans la mesure où en effet il s'agit bien, en tout cas a priori et pour le moment, bien que la loi de décentralisation ne soit pas encore votée, il s'agit bien de renforcer les compétences des régions en matière de formation professionnelle.
Merci Madame Iborra. Monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le député, je suis très surpris par la position que vous adoptez à partir de cet amendement, parce qu'il me semble que c'est un objectif que votre groupe poursuit depuis très longtemps, le Parti socialiste aussi, pour une raison qu'ont expliqué Monique Iborra et Jean-Patrick Gille, c'est que la création d'une obligation de dépenser, vous évoquiez la contribution des employeurs en 1974 a constitué un progrès en matière de formation, le 1% formation, mais que le système est arrivé un peu à ses limites, puisque la formation bénéficie dans ce cadre-là plutôt aux plus formés qu'aux moins formés. Et l'idée de ce compte, au fond, que nous sommes beaucoup à porter, au-delà même d'ailleurs des clivages politiques, mais particulièrement dans nos formations politiques de gauche, parce que nous considérons que cet outil est au cœur de ce que nous souhaitons, qui est l'égalité réelle, et pas simplement une égalité formelle, passe par ce nouvel outil qui permettra au fond de passer d'une obligation collective de dépenser pour la formation des salariés à une obligation individuelle de dépenser pour chacun, et donc un rétablissement de l'égalité des droits. Donc la création de ce compte est fondamentale. Le droit individuel à la formation était une première étape en ce sens. Ce droit qui n'a été utilisé que par un salarié sur 5 s'est heurté au fond principalement à son incohérence interne, qui est que ça visait à aider à la montée en qualification des salariés et qu'il a été créé un plafond de 120 heures qui est lui-même en contradictoire par rapport à cet objectif-là, puisqu'on ne fait pas de formation qualifiante en 120 heures. Cette question devrait être posée aux partenaires sociaux, et vous avez raison de dire que la question de la participation des entreprises au dispositif, en tout cas l'extension de la participation, se pose notamment dans ce cadre-là. Si le verrou des 120 heures ne saute pas, alors du côté du droit individuel à la formation, il continuera à y avoir un problème. Le compte personnel ne répond pas à cette question. On pourrait même dire d'ailleurs qu'il va un peu dans le... En tout cas, l'accord sanctuarise les 120 heures et en ce sens est contradictoire, sauf qu'il permet justement, en rassemblant dans un même outil toutes les contributions de l'État, des régions, des entreprises à travers le droit individuel à la formation, d'accumuler des droits et de constituer des droits qui permettront d'avoir accès à des formations qualifiantes. Le deuxième point, qui est une avancée très importante de l'accord collectif, qui restera à traduire dans une loi, et on y reviendra à propos des amendements, notamment de M. Cavard. Moi, je souhaite que cette loi intervienne très rapidement. Le deuxième point, c'est comment, que vous avez évoqué dans vos questions, c'est comment on utilise ce compte. Nous avons une vision assez claire, même si on peut avoir des différences de sensibilité, y compris au sein de notre groupe, c'est que, et c'est ressorti très fortement dans les auditions que j'ai pu mener, in fine, il faut que ce soit le salarié qui décide de sa formation. Et que imposer aux salariés des formations qu'ils ne souhaitent pas, qu'ils ne portent pas, conduit de l'aveu même de tous ceux qui gèrent ces dispositifs à l'échec. En revanche, ça c'est une vraie question de débat politique. Certains plaident pour qu'il y ait une totale initiative du salarié, d'autres, et c'est ma position personnelle, que ce choix s'exprime dans une forme de catalogues nationaux qui sont définis par les partenaires sociaux, qui permettent que ces formations rencontrent à un moment donné, dans cette liberté de choix, des besoins économiques du pays, qui sont aussi l'intérêt des salariés qui poursuivent ces formations, parce que quand vous leur demandez ce qu'ils souhaitent, leur attente numéro 1, c'est que ces formations leur permettent d'accéder à l'emploi, bien sûr, de progresser professionnellement tout au long de leur vie professionnelle. Et ça n'est possible que si à un moment donné, ça rencontre des besoins économiques. Le troisième sujet que vous avez abordé, c'est la question du service public de l'orientation. Vous avez posé une question précise, quelle est la référence au Code du travail qui est faite dans la transposition de l'accord par la loi. La référence est très claire puisqu'elle concerne
c'était la deuxième option que vous avez évoquée, l'ensemble des organismes qui concourent à l'orientation des demandeurs d'emploi. Donc ça inclut les missions locales, ça inclut Pôle emploi, ça inclut aussi les organismes paritaires qui concourent au service public de l'emploi. Vous avez posé la question de la loi de décentralisation. Moi, je plaide pour qu'on confie aux régions, dans le cadre de la loi de décentralisation, le soin d'organiser ce système d'orientation professionnelle, bien sûr en ne se substituant pas aux organismes existants, parce que là, vous auriez raison de dire que ça transférerait un coût sur les conseils régionaux. L'idée n'est pas ça. L'idée est de leur confier le soin de faire que partout sur leur territoire, tout salarié, tout chômeur qui désire réfléchir à sa carrière professionnelle ait un point d'entrée où il puisse efficacement faire ses choix. C'est ça l'objectif, et moi, je pense qu'il faut le confier aux régions. A contrario, je considère que la gestion du compte personnel de formation, des ouvertures de droits, relève plutôt du paritarisme au niveau interprofessionnel. Et je pense qu'il pourrait y avoir un accord entre les régions, l'État et les partenaires sociaux sous cette forme-là. Les droits sont gérés par les partenaires sociaux, un peu à la mode assurance chômage, par une assurance formation, et la mise en œuvre du service est gérée, en tout cas pour l'accueil et l'orientation, par les régions. Mais ce que je vous dis là sont des réflexions qui sont en cours dans le cadre notamment de loi de décentralisation et qui se préciseront dans les mois à venir dans le cadre des discussions que le nouveau ministre de la formation professionnelle, Michel Sapin, va conduire auprès des régions, auprès de l'État et auprès des partenaires sociaux. Donc, avis défavorable sur votre amendement, mais j'aurais souhaité que vous puissiez le retirer au moins sur les 18 amendements de suppression. S'il y en a un que vous devriez retirer sans avoir de conseil à vous donner, c'est bien celui-là. Aujourd'hui, ce compte, tel qu'il est défini dans la loi, c'est le DIF. C'est la première pierre. C'est le DIF qui est à l'intérieur du système. Et c'est totalement, effectivement, c'est insuffisant, c'est vrai. D'ailleurs, au CNFPTLV, lundi dernier, il n'y a pas eu d'unanimité, même au niveau des régions, par rapport à cette position. Je voudrais dire qu'effectivement, sur l'orientation, le rôle des régions, par contre, devrait être un rôle de coordination de l'ensemble des systèmes existants par rapport à ce que le rapporteur a répondu. Et enfin, je voudrais simplement dire que cet article me paraît intéressant. Depuis très longtemps, nous travaillons sur cette possibilité d'ouverture d'un compte personnel et donc qui est activé effectivement personnellement par le salarié dans un certain nombre d'un cadre qui est défini avec les partenaires sociaux effectivement aussi. Et je voudrais simplement dire que moi, il me semble qu'on pourrait voter cet article. On pourrait voter cet article, mais à condition qu'il soit fait état d'un renvoi à une négociation entre les partenaires sociaux et que cette négociation entre les partenaires sociaux ait lieu dans un délai qui soit un délai admissible. Je pense qu'un délai de 6 mois serait acceptable. Mais bien évidemment, on ne va pas voter cet amendement. On est bien sûr pour la formation et le développement de la formation. Ce que nous proposons depuis longtemps, c'est qu'il y ait un chèque formation qui soit inversement proportionnel à la formation initiale. C'est-à-dire que plus les gens se sont formés initialement, ou moins ils se sont formés initialement, plus ils ont droit à tirer de la formation professionnelle parce que pour les monter en qualification et rattraper éventuellement un manque de formation initiale qu'ils auraient pu avoir au départ. Ce qu'on regrette effectivement, c'est que là, tous les salariés sont traités à la même enseigne, quel que soit leur niveau de qualification, mais néanmoins, on pense que c'est quand même une avancée sur ce sujet. Dans la continuité, effectivement, du débat que nous venons d'avoir, nous proposons un amendement qui permettrait non seulement de mettre un délai, puisqu'il y a une proposition de date 1er janvier 2014, et de permettre justement à ces discussions entre l'État, les régions et les partenaires sociaux pour pouvoir justement mettre en place des dispositifs autour de ce sujet qu'est la formation. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai entendu vis-à-vis du sujet tel qu'il a été traité, mais effectivement, il nous semble important qu'à l'échelon régional, il y ait une prise en compte et des dispositifs qui peuvent se compléter d'ailleurs aux dispositifs existants. Et pour ce qui nous concerne, je le dis puisque je ne me suis pas exprimé sur l'amendement précédent, mais pour ce qui nous concerne, c'est vrai que nous serons vigilants, bien évidemment, mais sur le fait que ce compte
personnel de formation a un intérêt aussi par rapport au fait qu'il y a des accompagnements à faire d'un certain nombre de filières d'industrie vers d'autres et qui doivent aussi servir pour nous. Et vous le savez, nous sommes très porteurs au groupe écolo sur ce sujet, à pouvoir aider au fait que dans une plan et dans une prévisionnelle, des salariés qui aujourd'hui sont dans des branches ou dans des filières qui sont, on va dire, vouées à être en discussion au vu du nombre d'emplois pourraient évidemment profiter de tous ces enjeux pour pouvoir aussi être demain dans des emplois nouveaux et dans des filières que nous appelons à se développer. Voilà, donc c'est tout ça, et donc nous ramenons au fait que la région doit prendre pleinement, la région au sens territorial, hein, pas au sens institutionnel, doit prendre pleinement son essor aussi dans le cadre de ce débat, même si au niveau institutionnel, elle sera amenée aussi à dire son mot vu ses compétences. Moi, je suis favorable à ce qu'on enserre cette négociation dans un délai préfixe, si je puis m'exprimer ainsi, puisque c'était un sujet de négociation entre les partenaires sociaux. Simplement, monsieur le député, je trouve que votre délai est un peu tardif. Et d'autre part qu'il conviendrait de préciser les choses pour dire ce qui se passe si la négociation n'a pas abouti, ce qui permettrait de mettre les choses gentiment en pression. Donc voilà, je vous demande de bien vouloir le retirer et que nous ayons ce débat dans l'hémicycle. Moi, je proposerai un amendement qui dira ce que je viens de vous dire. C'est trop tardif, le 1er janvier 2015. Et en tout cas, moi, je souhaite mettre des délais plus serrés et d'autre part d'être plus précis sur ce que veut dire cet accès du compte à des jeunes sans qualification, puisque le compte de toute façon est accessible à tous, c'est ce que dit la loi, le projet de loi. Et en revanche, ce qu'il faut préciser, c'est que l'État abondera les comptes des jeunes sortis, au-delà de sans qualification, sortis de manière précoce du système scolaire. C'est l'idée qu'a à nouveau défendue François Hollande, notre président de la République, récemment. Monsieur Gilles. Oui, non, mais c'est-à-dire que là, on rentre dans les modalités. Il faut bien comprendre, il y a une négociation des syndicats, enfin des partenaires sociaux qui gèrent les salariés, si je puis dire. Donc, au début, ils disent, on fait un compte formation pour les salariés. Et puis après arrivent d'autres sujets, puisqu'on souhaite que le compte soit un compte universel. Donc arrivent deux sujets. Le sujet des autres personnes, il se posera. S'il est universel, ça veut dire qu'il concernera aussi les salariés du public, voire éventuellement les travailleurs indépendants. Donc il y a ça. Et puis il y a un autre sujet que tout le monde connaît dans la société, qui est celui qu'on vient d'évoquer, qui sont les décrocheurs, les jeunes qui sortent sans qualification. Et si on dit au début, on dit que le compte, c'est à partir du moment où on a un emploi. Et là, on introduit l'idée que non, notre société est arrivée à l'idée que c'est bien que quelqu'un qui a un emploi, on lui garantisse des heures qui arrivent chaque année. Alors c'est plafonné, est-ce qu'il faut garder le plafond, etc. Mais on se dit que si on regarde bien, quelqu'un qui n'a aucune qualification, on sait qu'il est voué, comme on dit, à une forme de galère. Donc lui, est-ce qu'il ne faut pas lui attribuer, mais à partir de ce moment-là, ça peut être que la puissance publique, alors on verra, État, région, lui attribuer tout de suite, finalement, une sorte de crédit, ou lui donner un crédit plus important pour initier son compte ou abonder son compte depuis le début. C'est ça, cette question. Et c'est vrai qu'il y a dans l'article 5 de l'ANI, c'est présenté comme ça. Il y a le compte pour les salariés, on dit en même temps qu'il est universel, et à la fin, on précise ce qu'a lu notre collègue Cavard. Nous allons voter cet amendement, puisque ça correspond effectivement à l'article 5 de l'ANI. Et contrairement à M. Cavard, qui n'a pas voulu... Monsieur Cavard. Qui n'a pas voulu voter mon amendement tout à l'heure sur la clause de recommandation, nous allons voter son amendement puisqu'il correspond à l'ANI. Bon amendement nécessiterait de mettre quelque chose de plus anticipé, 1er janvier 2014, et puis d'autre part de préciser que l'État peut abonder le compte formation. On ne va pas créer un deuxième outil. Donc je vous demande à nouveau, monsieur le député, de bien vouloir le retirer malgré le vote anticipé de monsieur Vercamer. Monsieur Cavard. Alors, je sens qu'il y avait une envie d'enthousiasme de consensus général, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème, parce que, en gros, le fait, c'est sur les délais qu'on discute, c'est pas sur le fond. Donc, du coup, sur le fond, on va représenter les amendements avec la discussion des délais, et nous aurons, à mon avis, largement le temps du consensus à un moment voulu dans le débat de l'hémicycle. Donc, je retire ici, parce qu'on ne peut qu'améliorer au niveau des délais. C'est ce que je comprends du rapporteur. Donc, moi, je suis pour améliorer au niveau du délai. Merci, monsieur. Amendement 55, présenté par monsieur Vercamer. Amendement 55. Cet amendement a pour but de rappeler que, de préciser
que ce compte est prioritairement un objectif de qualification. L'objectif, effectivement, c'est d'essayer de monter en qualification les salariés. Donc on le rappelle, même si il peut y avoir d'autres objectifs, la priorité, c'est quand même la qualification. Sur l'objectif poursuivi, c'est clair que c'est celui-là. Simplement, ça nous semble un peu redondant d'écrire à cet endroit-là, alors même que nous sommes dans les principes généraux des objectifs de la formation professionnelle à un niveau très haut, qui rappelle d'ailleurs, suite à une loi bien connue, que l'objectif c'est d'augmenter au moins d'un niveau de qualification et qui présente le compte personnel de formation comme concourant à cet objectif-là. Donc bien sûr pas de désaccord sur le fond, mais ça semble un peu superfétatoire. L'amendement qui s'éloigne de l'ANI, enfin qui s'éloigne, qui pose quelque chose qui n'est pas, oui, qui n'est pas dans l'ANI, mais justement qui apporte une précision. Donc je relisais l'ANI, dont on ne peut pas savoir si elle est vraiment restrictive. C'est-à-dire que l'ANI est assez, pas flou, mais vague sur cette question-là. Parce qu'on vous dit, on crée c'est sur le conseil en évolution professionnelle. Et est-ce que ce conseil en évolution professionnelle, en tout cas moi je lis l'amendement de notre collègue comme ça, c'est évolution professionnelle, ça veut dire on vise une qualification pour avancer, évolution dans le sens où on progresse, ou est-ce que ça veut dire qu'on change de métier et voilà, qu'on réfléchit à une autre formation, ce qui n'empêche pas de progresser, mais qu'on n'a pas qu'un objectif de formation, mais un objectif éventuellement de mobilité professionnelle. Et j'ai compris son amendement comme dire non, on ne traite pas la mobilité professionnelle, on reste sur une dominante formation, si je puis dire. Et de ce point de vue-là, moi j'ai plutôt de la sympathie pour son amendement. Qui est un peu contraire au texte, parce que le texte invoque, il décrit le texte qui nous est proposé, et il décrit les objectifs, et dans les objectifs, on a identifié les offres d'emploi adaptées à ces compétences. Donc là, il y aurait une contradiction, c'est-à-dire que si Vercamer allait jusqu'au bout, il devrait même supprimer cette partie du texte, ou sinon c'est que je n'ai pas bien compris son amendement. Mais s'il consistait à dire que, attention, le conseil en évolution professionnelle est essentiellement un conseil en formation, moi je serais prêt à le soutenir. En tout cas, il pose une vraie question. Monsieur Gilles, on a un peu un dilemme, c'est-à-dire est-ce que nous respectons l'accord ou pas à la demande de l'UMP qui nous a demandé de le respecter, sachant que l'accord dit visant l'évolution et la sécurisation professionnelle pour le conseil en évolution professionnelle. Donc moi, je serais tenté de dire que l'avantage de la réalisation de M. Vercamer est de tirer vers le haut, entre guillemets, ce nouveau conseil en évolution par rapport à la situation actuelle. Donc, un avis favorable.